Dans le désert de Chamaillé, elle est reine parmi les cités. Ses marchés regorgent d'épices, de soie et d'objets d'art exquis. Ses bâtiments sont luxueux, ornés de mosaïques et de bas-reliefs minutieusement travaillés. La ville est belle, elle est même sublime, mais Cyrus le Grand, roi des Perses, l'observe et attend son heure. Sous le manteau de la nuit, en plein cœur des festivités, ses soldats pénètrent la ville, pillent ses richesses, démolissent ses ouvrages. L'élégante, la majestueuse Babylone est tombée. De ce joyau de l'ancien monde ne reste plus que des vestiges. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de l'Ordre, Madame, Messieurs les secrétaires, Mesdames et Messieurs. Des vestiges, voilà ce qu'il restera aux demandeurs. Parce que la hauteur de sa villa dépasse de 70 cm les prescriptions du permis de construire, qu'elle réduit un peu la luminosité d'une pièce de la maison voisine, le juge exige de lui qu'il la démolisse. Dénonçant le caractère excessif de cette mesure, le pourvoi vous saisit de la question suivante. Le juge du fond, statuant en matière extra-contractuelle, peut-il apprécier la réparation due à la victime au regard du caractère disproportionné de son coût pour l'auteur du dommage? Vous répondrez par l'affirmative. D'une part, parce que la responsabilité civile remplit deux fonctions, punir et réparer, qui l'une et l'autre invitent le juge à un contrôle de proportionnalité. D'autre part, parce que la nature de la responsabilité civile, qu'elle soit contractuelle ou extra-contractuelle, est de rétablir l'équilibre rompu par le dommage, ce qui passe également par un tel contrôle. Deux fonctions. D'abord, une même nature, ensuite. Dans la mythologie romaine, Janus est un dieu bifront. Doté de deux visages, il regarde vers l'avant et vers l'arrière, il connaît le passé et il voit l'avenir. Ce double regard, cette double perspective, c'est aussi celle de la responsabilité civile. Boris Stark l'a montré de façon magistrale, la responsabilité civile doit être considérée dans sa fonction de garantie et de peine privée. Ainsi, tournée vers le passé, elle se focalise sur le dommage causé à la victime et cherche à remédier adéquatement à ses torts. Regardant l'avenir, elle dissuade les individus de commettre des actes préjudiciables en punissant dans une juste mesure les comportements antisociaux. Tel Janus, la responsabilité civile est donc bicéphale et un équilibre est nécessaire dans chacune des fonctions qu'elle occupe. Punir d'abord, réparer ensuite. Dans ses nuits attiques, Aullo Gelée, magistrat romain du IIe siècle, raconte l'histoire de Lucius Verasius, un homme bien né dont la méchanceté n'avait d'égal que le vice. Il prenait plaisir à gifler les sommes libres qu'il rencontrait. Un esclave le suivait, une bourse pleine à la main, et à mesure que son maître avait giflé quelqu'un, l'esclave comptait au passant les 25 as, la monnaie de l'époque, allouée à la victime par la loi des 12 tables. Constatant que la somme est bien trop modeste pour empêcher Lucius Verasius de réitérer son geste, les prêteurs romains, pour le dissuader, pour le punir, se sont octroyés le pouvoir de fixer eux-mêmes la réparation des victimes. À partir de là, ce sont donc les juges qui ont procédé à l'évaluation du préjudice. La responsabilité apparaît ainsi pour ce qu'elle est vraiment, un régulateur des comportements sociaux. Georges Ripert y a vu l'expression de la règle morale dans les obligations civiles, Suzanne Carval, une peine privée. De fait, il est clair que certains postes de préjudice ne visent pas tant à compenser la lésion subie par la victime qu'à sanctionner le responsable du dommage. Les juges qui réparent un trouble commercial condamnent la concurrence déloyale de celui qui a commis la faute pour optimiser ses gains. De même, la réparation d'une atteinte au droit à l'image s'explique par souci de vilipender une certaine presse, plutôt que de protéger des victimes immunisées de longue date contre les assauts de la presse médiatique. Plus généralement, c'est bien la fonction punitive attachée à la responsabilité civile qui permet d'expliquer l'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux. Préjudice d'affection, préjudice d'agrément, précium doloris, autant de préjudices impossibles à évaluer et qui pourtant sont indemnisés. Combien d'articles ont été écrits sur les pleurs de la concubine, plus ou moins occasionnels, et sur les affres du propriétaire de l'Unus, ce cheval de course électrocuté dans sa stalle. Ce que ses contempteurs appellent le prix des larmes n'est en réalité rien d'autre qu'une peine privée qui ne porte pas son nom. Or, toute sanction, toute mesure punitive doit faire l'objet d'un contrôle de proportionnalité. Un contrôle poussé en droit pénal ou l'individualisation des peines à valeur constitutionnelle. Un contrôle qui s'impose aussi dans la responsabilité civile. L'article
1231-5 du Code civil donne en effet au juge le pouvoir de s'assurer de la proportionnalité de la clause pénale, qui est tout à la fois évaluation forfaitaire du dommage et peine privée. Vous l'aurez compris, parce que la responsabilité civile a incontestablement une dimension répressive, un contrôle de proportionnalité est nécessaire. Et il en va de même si on l'envisage dans sa fonction réparatrice, une fonction dans laquelle on veut trop souvent la cantonner. Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage. C'est entendu. Mais rétablir cet équilibre ne passe pas toujours par un retour au statu quo ante, soit que cette entreprise est impossible, soit qu'elle est économiquement excessive. La réparation peut ainsi avoir lieu en nature ou par équivalent, selon ce que les circonstances exigent. Le choix du mode de réparation ne saurait être laissé aux seules mains de la victime, car réparer son dommage, indemniser l'intégralité de ses préjudices, n'implique pas de céder à tous ses caprices. La réparation doit donc être adéquate, juste et adaptée. Les exemples sont nombreux, autant qu'ils sont topiques. En droit de la consommation, l'article L217-12, qui traite du défaut de conformité de la chose vendue, prévoit que le consommateur ne peut obtenir la réparation ou le remplacement de son bien lorsque la modalité choisie entraîne un coût disproportionné pour le vendeur. Idem en matière d'environnement, l'article L514-20, qui régit la vente de terrain sur lequel est exploitée une installation soumise à autorisation, interdit à l'acquéreur de demander la réhabilitation du lieu lorsqu'elle est disproportionnée par rapport au prix de la vente. Et parce que l'efficacité d'une décision judiciaire se mesure aussi au degré de maîtrise de ses effets économiques, cette rationalité financière se retrouve en jurisprudence. La réparation en nature, dont le coût apparaît manifestement déraisonnable, est ainsi écartée par les juges au bénéfice d'une réparation par équivalent. Votre jurisprudence en matière de droit d'auteur le montre bien. Dans un litige où la traduction d'un ouvrage avait été effectuée sans l'accord de l'auteur, lequel demandait le retrait de la vente et le rapatriement des exemplaires tirés non vendus, vous avez validé le raisonnement d'une cour d'appel qui soulignait les frais démesurés qu'une réparation en nature aurait engendrés pour le responsable du dommage. La réparation du préjudice de la victime ne doit donc pas seulement être intégrale, elle doit également être adéquate. On ne peut pas remédier au trouble par le trouble, on ne peut pas réparer un déséquilibre en créant un autre. En définitive, la responsabilité est à la fois sanction et réparation. Et dans les deux fonctions qu'elle occupe, elle obéit à un même principe, celui de la proportionnalité. C'est la nature même de ce mécanisme qui le commande. Parce que l'homme est doué de libre arbitre, il doit répondre de ses actes et en assumer les conséquences. La responsabilité civile n'a pas seulement une dimension juridique, mais également éthique. Dès lors, la réparation accordée à la victime ne peut intervenir sans tenir compte de la situation du responsable. Comme l'explique le philosophe Jacques Ricot, la responsabilité ne doit pas consister à réparer un préjudice en donnant tout à l'un, la victime, et en négligeant l'autre, l'auteur du dommage. Telle est la vocation du droit, ajoute-t-il, introduire de la mesure dans la démesure. Ainsi, même si les textes ne le prévoient pas expressément, le mécanisme de la responsabilité tend toujours à restaurer la mesure, une mesure qui passe par un contrôle de proportionnalité. Au déséquilibre des textes répond alors l'équilibre des droits, le déséquilibre des textes d'abord, l'équilibre des droits ensuite. En 1804, le législateur avait posé un principe que toute obligation de faire ou de ne pas faire devait se résoudre en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur. Mais dérogeant à ce principe, l'article 1143 du Code civil prévoyait que la démolition était de droit pour le créancier d'un ouvrage bâti en méconnaissance du contrat. Progressivement, vous vous êtes émancipé de ce texte, vous avez considéré que vous ne pouviez pas vous contenter d'enregistrer la volonté du créancier sans apprécier l'opportunité de sa demande au regard des faits de l'espèce. De fil en aiguille, vous avez instauré un contrôle de proportionnalité entre la démolition et son coût pour le débiteur. Un contrôle que vous avez appliqué sans distinction en matière contractuelle comme en matière extra-contractuelle. Un contrôle qui a finalement été consacré à l'article 1221 du Code civil par la réforme du droit des obligations. Alors certes,
Le législateur, qui est un piètre juriste, n'a pas pris l'exacte mesure de votre jurisprudence, puisqu'il a limité, sans justification, le contrôle de proportionnalité à la seule responsabilité contractuelle et à l'exécution en nature. Mais vous êtes allé au-delà de la loi du texte. Dans votre arrêt du 6 juillet dernier, vous avez jugé que le juge est tenu d'effectuer un contrôle de proportionnalité, non seulement lorsqu'il est saisi d'une demande de réparation en nature, mais aussi lorsqu'il est saisi d'une demande en réparation par équivalent. La doctrine l'a bien compris, il s'agit de généraliser le contrôle de proportionnalité et de l'appliquer à la réparation en nature comme à la réparation en équivalent, à la matière contractuelle comme à la matière extra-contractuelle. Harmoniser les deux régimes de responsabilité, il ne peut d'ailleurs en aller autrement, car la responsabilité reste toujours la même, que la faute soit contractuelle ou extra-contractuelle. Dans votre arrêt Miro du 6 octobre 2006, vous l'avez jugé. Un même manquement peut engager la responsabilité contractuelle de son auteur à l'égard des parties et sa responsabilité délictuelle à l'égard des tiers. L'on ne comprendrait donc pas qu'un seul et même manquement, ayant provoqué un seul et même dommage, puisse être indemnisé différemment dans l'un et l'autre cas. S'il existe un contrôle de proportionnalité dans un cas, il doit également s'appliquer dans l'autre cas. C'est ce contrôle qui garantit l'équilibre des droits. La police ne doit pas tirer sur les moineaux à coups de canon. Cette expression imagée que l'on doit au juriste allemand Fleiner place la proportionnalité au cœur du droit. Le principe apparaît en effet comme le complément nécessaire de l'intérêt public. Le juge administratif l'a bien compris. Lorsqu'il est saisi d'une demande de démolition d'un ouvrage public mal implanté, il ne l'ordonne pas automatiquement. Sur la base de critères qu'il a lui-même posés, il effectue un bilan coût-avantage, sur un plateau de la balance l'intérêt global du projet, sur l'autre ses inconvénients, tels que les atteintes à la propriété privée et son coût financier. Ainsi, le contrôle de proportionnalité manifeste qu'un intérêt public ne peut se réaliser à n'importe quel prix. La puissance publique ne peut limiter la liberté des citoyens que dans la mesure indispensable à la protection des intérêts publics, car elle doit assurer en priorité la garantie des droits fondamentaux. Sous cette forme, le principe de proportionnalité s'applique à l'ensemble de l'action publique et s'érige en principe de portée générale. Et il trouve également à s'appliquer horizontalement dans les rapports entre personnes privées. Car cette pondération, cet équilibre, est précisément garanti par la Cour européenne des droits de l'homme. Dans une affaire où l'auteur d'un article diffamatoire contestait le montant de la réparation allouée à la victime, elle a notamment jugé que toute décision accordant des dommages et intérêts doit présenter un rapport raisonnable de proportionnalité avec l'atteinte causée par le dommage, et que, pour apprécier l'importance des dommages et intérêts auxquels l'intéressé est condamné, il faut prendre en compte sa situation personnelle et en particulier ses revenus. Un équilibre des droits que vous assurez également. Vous jugez en matière d'astreinte qu'un contrôle de proportionnalité doit être effectué entre le montant de la liquidation et l'enjeu du litige. Un montant démesuré, en ce qu'il aurait pour effet de compromettre les biens du débiteur, porterait une atteinte excessive et par conséquent illégitime au droit au respect de sa propriété. En définitive, au-delà des distinctions doctrinales ou textuelles, il existe une seule et même responsabilité qui commande, pour restaurer la situation qui prévalait avant le dommage, de trouver un équilibre entre les droits en présence. Le juge ne peut pas, il ne doit pas apprécier la réparation due à la victime sans égard à son coût pour l'auteur du dommage. Comme l'aurait dit Jean-Anthelme Brillat-Savarin, qui siégea dans cette salle à partir de 1800 et qui, entre deux arrêts de cassation ou de rejet, rédigea le premier traité de gastronomie, en matière culinaire comme en matière juridique, tout est affaire de proportion. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de l'Ordre, Madame, Messieurs les secrétaires, Mesdames et Messieurs, à Saint-Pétersbourg, l'on trouve une rue aux proportions parfaites. C'est la rue Rossi. La hauteur des immeubles qui la longent est de 22 mètres, tout comme la largeur de la rue, une rue qui s'étend elle-même sur 220 mètres de long. Cette recherche de la juste mesure, de l'harmonie parfaite, se retrouve en peinture, en poésie, en musique et dans les mathématiques.
Le nombre d'or, un nombre presque mystique, n'a-t-il pas de tout temps été associé à la divine proportion, celle qui permet d'atteindre l'équilibre idéal? En droit aussi, cet idéal existe. Cette affaire vous offre l'occasion de l'affirmer. Vous direz qu'en matière de responsabilité, comme ailleurs, tout est affaire de proportion. Vous casserez.